La musique a un air de déjà entendu. Le gouvernement s'attaque au tonneau de Danaïde de la Sécu. 5 milliards de prélèvements d'un côté et 2 milliards d'économies de l'autre. Fidèle à sa méthode, le gouvernement procède sur le mode pointilliste, à base de recettes et de coupes éparses. Tellement pointilliste que le dessein gouvernemental devient insaisissable. Mais à écoper sans donner de perspective, à refuser une rénovation explicite des principes, le gouvernement alimente in fine la peur du naufrage. La préservation de l'exception sociale française n'est pas une faute tactique en soi. L'idée selon laquelle la compétitivité et l'assainissement financier condamnent le système est une fausse évidence. Elle se nourrit d'une version travestie de la crise. Depuis 2008, les États sont devenus les agents visiblement endettés de l'économie. Ils ont repris les pertes des agents privés. Par ironie de l'histoire, confondant symptômes et maladies, certains observateurs pointent maintenant les États-providence comme responsables. Se développe une séquence mystifiée et inversée de la crise qui part de la dérive des systèmes sociaux et qui débouche sur l'instabilité financière. La réalité est tout autre. À l'origine de la crise, on trouve au contraire une double illusion. L'illusion selon laquelle la croissance peut se passer d'une évolution des salaires grâce au crédit, et illusion selon laquelle les marchés financiers sont des lieux d'assurance efficaces. Or, bien au contraire, les pays qui sont au cœur de la dérive de l'endettement mondial sont des pays qui avaient opté pour le downsizing social depuis des années. Comme vous pouvez le voir, on observe une étrange correspondance entre les pays épicentres de la crise financière, États-Unis, Islande, Espagne, Irlande, Royaume-Uni, Grèce, Portugal, et les pays qui sont en bas de l'échelle en termes de dépenses sociales. La crise a pris racine dans la panne des systèmes de redistribution et d'assurance collective. Les pays anglo-saxons et les pays du Sud ne bâtiront pas une croissance financièrement soutenable sans restaurer des systèmes de protection efficaces. C'est peut-être là leur défi prioritaire. Car si la France est à 2 ou 3 points de PIB de l'équilibre en termes de financement à long terme des retraites et de la santé, les pays du Sud et les pays anglo-saxons, eux, vont au-devant de problèmes majeurs. Cela ne veut pas dire que la dérive des comptes sociaux et que l'accumulation d'une dette sociale soit la panacée, loin de là. Les pays du Nord l'ont bien compris. Pour garantir la survie d'un système d'assurance collectif efficace, il faut gérer scrupuleusement l'équilibre financier et veiller à son efficacité maximale. Sur ce terrain, la France a des progrès importants à faire. La proportionnalité entre cotisations et prestations est trop affirmée en France. Les pays du Nord ont bien compris que la protection est un investissement collectif qui dépasse de loin le champ des travailleurs. 3 principes ont guidé leur réforme. Premièrement, une participation accrue des inactifs. Leurs revenus et leurs rentes sont gagés sur le travail des autres. Ils doivent donc participer à l'accumulation d'un capital social. Deuxièmement, une diversification des bases de prélèvement. On ne peut indexer la politique sociale sur les seuls revenus du travail, alors même que les facteurs de production se déplacent vers le capital matériel et immatériel. Troisièmement, plus de conditionnalité et de plafonnement des aides. Les revenus élevés peuvent en partie s'auto-assurer. Lorsqu'il réforme à petites touches, le gouvernement a-t-il un fil rouge ? Peut-être. Mais la réforme de la protection sociale est là pour rebâtir la confiance. Elle ne pourra se faire en catimini.